Et comme tous les lundis, c'est l'heure du quart d'heure américain. Que se passe-t-il du côté des États-Unis? On rejoint Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Fabrice, Happy Labor Day. Oui, vous êtes sur le pont malgré ce jour férié aux États-Unis, ce Labor Day, hein, c'est l'équivalent du 1er mai, sauf que c'est un jour de rentrée pour nous. Oui, c'est un jour de rentrée, je vous donne une information d'initié, c'est une très bonne journée pour aller acheter des barbecues qui sont soldés par Home Depot et tous les grands du bricolage, Ah, puisque Labor Day marque la fin institutionnelle de l'été et la grande rentrée, et souvent le retour de forts volumes de transactions sur les places boursières, et peut-être aussi cette année d'une certaine volatilité. J'ai dans l'esprit beaucoup de périodes euphoriques en juillet ou août où les institutionnels sont pas mal en vacances et où les petits porteurs se laissent emballer par l'euphorie, et puis il oui, y a des réveils après Labor Day souvent. c'est vrai, on verra ça en tout cas. En général, c'est plutôt du côté du mois d'octobre que ça flanche un petit peu. Alors, deux sujets aujourd'hui avec Pierre-Yves. Tout d'abord, Trump qui compte sur la Cour suprême pour valider sa révolution. Expliquez-nous. Alors, la Cour suprême n'aime pas être saisie systématiquement pour trancher de la constitutionnalité, et en particulier dans l'environnement particulièrement violent qu'impose la mise en place par Donald Trump de sa révolution. La Cour suprême insiste pour que tout le processus de première instance et d'appel soit épuisé avant qu'elle soit saisie. Malgré tout, il lui arrive d'être obligé de trancher, souvent au cours des dernières semaines, de manière temporaire, c'est-à-dire sur la base d'injonctions, sans rentrer sur le fond. C'est ce qui a été fait dans un certain nombre d'initiatives qui ont beaucoup surpris par leur caractère radical. Par exemple, en matière d'expulsion des immigrants supposés sans papier, avec un minimum de traitement judiciaire de leur dossier individuel, en matière d'expulsion des forces armées américaines, des personnels transgenres, en matière de réduction d'emplois importante dans des départements, dans des ministères américains, Mhm. en matière de suppression ou de limogeage de plusieurs personnes de haute responsabilité dans des agences que l'on croyait indépendantes. Et le cas particulier, le cas extrême, bien sûr, est celui de la Réserve fédérale. Bien sûr. La Cour suprême a déjà tranché en disant que vraisemblablement, si le cas se présentait, la Maison-Blanche n'avait pas le pouvoir de limoger le patron de la Fed, mais la question se pose de savoir si la Maison-Blanche aurait le droit de le faire pour un gouverneur de la Réserve fédérale. Donc, il y a beaucoup de sujets importants qui ont été tranchés parfois de manière temporaire dans l'initiative de Donald Trump. Et puis, ce week-end est tombée la décision fracassante en appel d'une Cour fédérale qui, en gros, invalide le fondement juridique de 71% des droits de douane qui ont été imposés par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche, et qui pose la question de la légalité, de la constitutionnalité de cet énorme bouleversement des relations commerciales imposé par Donald Trump. La Cour suprême va-t-elle, comme le croit et comme l'espère la Maison-Blanche, valider cette prise de pouvoir radicale de l'exécutif qui est contraire à toute la tradition économique et juridique américaine? Ouais, on verra. C'est pas gagné en tout cas, mais c'est intéressant de voir quand même qu'il y a ces garde-fous, hein, aux États-Unis. Alors, on a l'impression que Donald Trump était vraiment tout puissant, et puis on voit que, voilà, la Cour suprême notamment va se rappeler à lui. Autre thème qu'on vient d'évoquer avec nos invités dans Planète Marché, Pierre-Yves, c'est justement ces valorisations boursières, hein, qui on est à des sommets en ce moment. Certains nous disaient qu'on est déjà un petit peu cher, et ce malgré effectivement, comme vous l'avez dit, une Fed assiégée, de l'inflation, des chiffres sur l'emploi qui sont pas folichons. On a l'impression qu'on marche un petit peu sur la tête en ce moment du côté des États-Unis. Oui, je suis agréablement surpris de l'optimisme que nos invités viennent de nous montrer, et peut-être que je vois le verre à moitié vide. Euh, Ce n'est pas tellement l'euphorie et les records ou quasi-records que l'on a sur les marchés d'actions ou sur l'or, encore que c'est parfois un peu contradictoire. Si on était si confiant dans l'avenir,
pourquoi acheter autant d'or? Quasi record aussi sur les cryptos. Est-ce que c'est compatible de miser autant sur des valeurs qui sont censées nous protéger de catastrophes avec les monnaies traditionnelles quand on est dans les cryptos? Je n'en suis pas convaincu, mais je suis un vieux. Les cryptos, probablement, c'est trop compliqué pour moi. Ce qui me frappe, donc, ce n'est pas tant le niveau d'euphorie, c'est l'euphorie dans un contexte où, par ailleurs, on a l'impression de danser sur un volcan, avec toutes ces questions constitutionnelles et toutes ces questions relatives à l'indépendance de la Fed, avec toute cette affaire incroyable de la remise en question de la validité des données fondamentales d'analyse de l'économie américaine en temps réel. Le département du travail va vendredi publier non seulement son estimation officielle des chiffres de l'emploi, des créations nettes d'emplois et du chômage, mais il va procéder à une révision traditionnelle Mhm. des données des mois passés qui est susceptible de bouleverser complètement ce que l'on croyait être l'évolution plutôt favorable de l'emploi depuis quelques mois et qui peut-être va donner de nouveaux arguments à la Réserve fédérale pour abaisser son taux directeur le 17 septembre prochain. Dans cette situation d'incertitude anormale, et je ne parle même pas du renvoi du patron du bureau des statistiques, du bureau du travail par la Maison-Blanche et de l'arrivée d'un nouveau venu qui nous annonce qu'il va faire des choses merveilleuses, mais pour l'instant, on ne sait pas trop quoi. Je suis surpris que cet optimisme continue. Le Wall Street Journal, ce matin, nous sort un indicateur que je n'avais jamais observé jusqu'à présent, que j'ai trouvé intéressant, qui fait la corrélation entre la totalité des chiffres d'affaires des 500 entreprises dans l'indice S&P 500 et qui les rapporte à la valeur de leurs actions. En gros, on est à 3 fois le niveau historique, qui est de 1,4% sur longue période. On est à plus de 3 aujourd'hui. C'est une manière de chiffrer, une manière de plus de chiffrer l'extrême valorisation accordée aux grandes sociétés américaines qui sont cotées en bourse. Je ne parle même pas du ratio prix-bénéfice sur la base des bénéfices anticipés Oui. pour les prochains mois, qui est de 22, alors que la moyenne est plutôt autour de 18. Et puis, il y a un argument qui me préoccupe, c'est celui qui consiste à dire la Réserve fédérale va baisser ses taux, donc il faut continuer de parier sur les actions parce que l'histoire montre que lorsque les taux baissent, les actions vont en profiter. Et la Fed va baisser ses taux parce que finalement, les droits de douane ne vont pas déclencher de dynamique d'inflation. Alors là, je voudrais faire un pas en arrière parce que si l'on observe l'argumentation de Michel Bauman et de Christopher Waller, qui sont les deux gouverneurs autour de la table du comité monétaire de la Fed, qui arguent pour cette théorie, qui semble-t-il est en train d'ailleurs d'emporter le morceau, ils disent les augmentations de droits de douane vont se répercuter de 3 manières. Les importateurs américains, c'est-à-dire les sociétés étrangères qui exportent vers les États-Unis, vont absorber une partie de ces droits de douane. Les acheteurs de ces produits importés vont réduire leurs marges et puis la troisième entité qui va payer les droits de douane sera bien sûr, in fine, le consommateur américain. Mais dans ce cas-là, cela veut dire que si l'on a peu de droits de douane parce que l'essentiel ne se répercute pas dans les prix, c'est qu'il y a au moins une partie des marges des entreprises, par exemple dans le secteur de la distribution, qui va en souffrir. Et je Oui. ne suis pas convaincu que cette réduction nécessaire des marges pour donner de la capacité à la Fed à baisser ses taux a été prise en compte par le marché. Ouais, effectivement. Juste reviens sur les chiffres de l'emploi. Vous avez dit qu'ils pourraient être révisés. C'est vrai que, de notre point de vue, c'est toujours étonnant de voir que comment cette dynamique peut s'inverser. Alors on l'a vu, hein, le messager est pas toujours le bienvenu, il peut être viré, sur le champ. Comment on explique justement qu'il y ait ces écarts, Pierre-Yves Dugas, sur ces chiffres qui sont pourtant censés refléter, ben, un des facteurs marquants de l'économie? Alors, un scandale peut en cacher un autre. Le scandale qui a obsédé la presse américaine, et à juste titre, a été la décision incroyable de Donald Trump de casser le thermomètre et Oui. de renvoyer le patron du bureau des statistiques du département du travail. L'autre scandale, c'est que, tout de même, il faut quand même le mentionner, le bureau des départements du travail s'est massivement trompé sur les chiffres des créations d'emplois de mai, juin et juillet et va procéder, on va le voir vendredi, à des révisions.
Quelle est la principale explication qui a été donnée jusqu'à présent sur ces révisions? Eh bien, c'est qu'il y a 10 ans, les questionnaires qui sont distribués aux agents économiques, que ce soit les entreprises ou les particuliers, pour estimer d'un côté les créations d'emplois, de l'autre le taux de chômage, ce questionnaire on y répondait à peu près à 70%. Et puis est intervenue la crise du Covid et les gens suscités pour ce questionnaire ont cessé de répondre. Maintenant, le taux de réponse est tombé à 40%. Dans ce contexte-là, les statisticiens du Bureau des statistiques économiques du département du travail sont obligés de procéder à des extrapolations, D'accord. à des estimations. En outre, on a coupé un petit peu leur budget et les points de référence régionaux dont ils disposaient sont maintenant moins nombreux. Voilà les explications qui sont fournies jusqu'à présent pour expliquer cette étonnante différence et ces étonnantes corrections. Et quand vous dites qu'un scandale peut en cacher un autre, ça veut dire qu'on pourrait de nouveau avoir des révisions tout aussi spectaculaires dans un sens ou dans l'autre. Oui, alors, vous vous souvenez qu'une des dispositions, d'ailleurs de bon sens, euh, euh, prise, enfin suggérée par M. Elon Musk à l'époque où il faisait de la politique à Washington, Mm. était de fusionner le bureau d'analyse économique de BIA, qui dépend du département du commerce, avec le bureau des statistiques du département du travail. Le département du travail, en gros, s'occupe de l'indice des prix et des chiffres relatifs au travail, donc l'emploi et le chômage. Le BIA calcule euh, en particulier le PIB et l'indice des prix des dépenses de consommation, le PCI, qui est concurrent du CPI, qui lui dépend du département du travail. Fusionnons tout ça pour fabriquer une espèce d'INSEE à l'américaine, Ouais. serait une possibilité pour que tous ces statisticiens travaillent un peu plus la main dans la main. Ah bah pourquoi pas. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci Pierre-Yves Dugas pour cet éclairage en direct des États-Unis. On vous retrouve très prochainement dans Smart Bourse. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast, hein. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, nous réécouter. N'hésitez pas à vous abonner et à nous noter. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes si vous aimez cette édition. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Très bonne soirée à tous.